L'économie, toute l'actualité économique sur i24 News. Soyez les bienvenus. Voici les titres de cette nouvelle édition d'Économie Le Mag. C'est un nom qui faisait sourire en Europe au début des années 2000. Aujourd'hui, le groupe indien Tata fait partie des plus grosses entreprises de la planète et a racheté des marques comme Jaguar ou Land Rover. Le groupe investit à coups de milliards dans presque tous les secteurs et depuis peu, il lorgne aussi sur Israël. Alors que cherche Tata? On en parle dans quelques instants avec Tal Reshef, spécialiste des marchés asiatiques. Gros plan également aujourd'hui sur la conférence Go for Europe qui se tenait cette semaine à Tel Aviv. L'idée est simple, promouvoir les relations commerciales entre Israël et le vieux continent. Et il y avait du beau monde cette année, on y revient dans quelques minutes. Et puis dans le Media Watch, nous parlerons des résultats décevants d'Apple. La marque à la pomme affiche pour la première fois depuis 11 ans un recul de son bénéfice annuel. On en parle en fin d'édition avec Johanna Citruc. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Avant d'y revenir, voici ce qu'il faut retenir de l'actualité économique du jour. Et à la une, les États-Unis qui concentrent une fois de plus l'attention des décideurs. Le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine se réunit ce mardi et demain, mercredi. La plupart des experts s'attendent à ce que la Fed maintienne pour quelques mois encore son programme d'injection massive de liquidités. Le traumatisme du shutdown et du plafond de la dette a laissé des traces. Standard & Poor's estime que les 2 semaines de fermeture des agences fédérales en octobre, suite aux différences sur le budget, vont coûter 24 milliards de dollars à l'économie américaine et 0,6 points de croissance au 4e trimestre. Et puis les créations d'emplois restent décevantes. Bref, rien n'incite à une diminution des rachats d'actifs à hauteur, on le rappelle, de 85 milliards de dollars par mois. En Inde, 2e mois consécutif de hausse pour le taux directeur qui passe à 7,75% contre 7,5% auparavant. Cette décision de la Banque centrale indienne est conforme aux prévisions car le problème de l'Inde, c'est son inflation. Elle atteint des sommets 6,46% en septembre, un plus haut depuis 7 mois, conséquence de la flambée des prix de l'essence et de l'alimentation. En parallèle, la monnaie indienne, la roupie, se porte mieux depuis l'annonce de mesures pour encourager l'afflux de capitaux étrangers. Du coup, la Banque centrale indienne a décidé de réduire d'un quart de point à 8,75% le taux de la facilité de prêt marginal qui est destiné à faciliter l'accès des banques aux liquidités. Allez, direction Londres où la City se met à l'heure de l'islam. C'est ce mardi que David Cameron, le Premier ministre britannique, doit annoncer le lancement d'un nouvel indice islamique à la Bourse de Londres, ainsi qu'un projet d'obligation islamique au Royaume-Uni. À la clé, l'émission pour 200 millions de livres britanniques de Soukouk, des titres de dette conformes aux préceptes du Coran. Londres espère ainsi faire de la City la capitale occidentale de la finance islamique. La croissance de ce secteur est 50% plus rapide que celle du secteur bancaire traditionnel, selon le ministre britannique des Finances. Et puis en France, c'est l'écotaxe qui anime les débats houleux depuis plusieurs jours avec ce matin l'annonce par Jean-Marc Ayrault de la suspension de cette écotaxe. Suspension mais pas suppression, prévient toutefois le Premier ministre qui tenait ce matin une réunion de crise à Matignon en présence des ministres concernés et des élus bretons, principaux acteurs de ce dossier sensible. Alors on rappelle que cette taxe vise les poids lourds de 3,5 tonnes qui circulent sur les routes nationales. Elle devrait rapporter 1,2 milliard d'euros par an à l'État. Le dialogue devrait se poursuivre. Les opposants à l'écotaxe sont déterminés. La révolte des bonnets rouges 1675, des gens qui se fédèrent, une révolte du peuple et on est aujourd'hui dans la même situation avec des gens qui disent non à une écotaxe, qui savent qu'ils vont encore fragiliser un peu plus notre économie, qui elle-même était vraiment en grande difficulté, qui est en grande difficulté, beaucoup de pertes d'emplois, des fermetures d'usines, donc les gens, voilà, un ras-le-bol. En breton on dit résoré, trop c'est trop, et je crois qu'aujourd'hui les gens sont en train de l'exprimer et l'exprimeront samedi à Quimper. 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel combiné, le groupe Tata fait figure de mastodonte sur la planète économique. Capable d'engloutir des références comme Jaguar ou Land Rover, le géant industriel indien s'est fait connaître aussi par sa Nano, la voiture la moins chère du monde. Alors aujourd'hui, Tata investit de l'acier au café en passant par la finance, les télécoms ou la chimie. La récente annonce d'un investissement en Israël a semblé presque naturelle. Anthony Lesme. L'Inde cherche sa matière grise en Israël. Le groupe Tata investit 5 millions de dollars dans Ramot, une société annexe de l'université de Tel Aviv. Ramot est concentré sur des projets high-tech, de recherche et de développement. Notre relation avec Tata est le résultat de 6 ans d'efforts où nous avons décidé non seulement de chercher les investissements en Occident, mais aussi en Orient. Nous voulons ainsi coopérer avec les économies émergentes et à forte croissance des marchés asiatiques, et cela inclut notamment l'Inde, la Chine et Singapour.
Ramot a capitalisé 20 millions de dollars, des investissements qui visent à soutenir l'avancement technologique sur de multiples fronts. Tata, le groupe aux 100 milliards de chiffre d'affaires, est donc le principal contributeur de ce fonds d'investissement. Le groupe Tata veut ainsi multiplier ses possibilités de croissance dans des domaines très différents, de l'informatique à l'automobile en passant par l'acier et le secteur hôtelier. Monsieur Jamoil, directeur général de Tata Industries, affirme qu'innovation et création d'entreprises font partie de l'ADN de la firme indienne. Le groupe Tata est connu pour son esprit pionnier et ses prises de risques. On a été parfois 20 à 30 ans en avance sur notre temps, d'abord dans de nombreux domaines allant de l'acier et de l'énergie hydroélectrique dans les débuts des années 1900. En Inde, Tata a créé la première aciérie et la première centrale hydroélectrique. Monsieur Jamoil justifie sa présence en Israël car il y voit un potentiel de croissance et de partenariat. Il y a tout un savoir-faire technologique qu'Israël peut offrir et qui est très précieux. Je pense aux problématiques relatives à l'eau. En effet, l'Inde grandit, se développe. Aussi, la rareté de l'eau va être un problème et c'est déjà le cas dans certaines régions. L'énorme société, basée à Bombay, a résisté à un certain nombre de tempêtes liées à la crise économique qui déroute l'économie indienne depuis plus de 5 ans. Stigmate le plus visible, l'inflation de la roupie, mais M. Jamoil ne semble pas inquiet. Les grandes réformes ne surviennent que lorsque vous entrez dans une crise. Tous les 5, 6 et 7 ans, il y a un ralentissement. Dans une économie mature, le ralentissement peut être de 1% à 3% de croissance. Parce que nous sommes une jeune économie, notre ralentissement va de 8 ou 9% à 4 ou 5%, de sorte que les fluctuations semblent beaucoup plus grandes. Il semble que c'est bien l'esprit d'adaptation de Tata qui a grandement contribué à son siècle et demi de succès. Voilà, l'adaptation aux besoins en fonction des continents et puis bien sûr le soutien d'une demande indienne toujours plus forte. On va tenter d'aller un peu plus loin avec notre invité aujourd'hui, Tal Reshef. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'investissement en Asie, consultant en affaires Israël-Asie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on le voit, Tata s'intéresse aussi à Israël. Que vient y chercher le groupe indien? Est-ce que la recherche, les idées font défaut en Inde? Bon, la Tata, ils ont besoin de l'innovation. Et c'est exactement ça qu'ils vont trouver à l'université de Tel Aviv et au high-tech israélien. Et ils sont maintenant sur le pas où ils ont besoin de l'innovation et plus qu'avant. Et côté israélien, qu'est-ce qu'on attend de ces partenariats? Est-ce que c'est d'abord de nouveaux marchés ou bien la puissante machine industrielle de Tata? Et tout d'abord, pour l'université de Tel Aviv, ce sont 5 millions de dollars. Ils ont besoin de financement, mais plus généralement, en Israël, il y a beaucoup de bonnes idées, il y a beaucoup de gens brillants avec des idées géniales. Et le problème, c'est qu'on n'a pas assez de fonds pour financer tout ça. Il y a beaucoup de bonnes idées qui sont laissées de côté parce qu'on ne peut pas financer tout. Donc, des investisseurs comme Tata peuvent faire lancer des idées à la production. Donc d'abord de l'investissement. Alors Tal Reshef, on l'a vu en début d'édition, l'Inde vit une mauvaise passe sur le plan économique. Dans quelle mesure Tata en est affectée? Et Tata est affectée parce qu'elle est basée dans le marché interne indien, même qu'elle a déjà commencé à sortir, elle travaille en dehors, elle a acheté des compagnies en dehors de l'Inde, mais la base de son succès, la base de son activité, c'est en Inde. Et quand il y a un ralentissement en Inde, il y a un ralentissement en Tata. Alors, on le sait, l'économie indienne reste assez dépendante de ce qui se passe aux États-Unis, que ce soit les décisions de la Fed ou même les humeurs des investisseurs, tout simplement. Qu'est-ce que l'Inde pourrait faire pour rassurer les investisseurs, les décideurs, pour dire voilà, l'Inde reste le marché de demain? Et je crains que c'est pas sûr que l'Inde peut faire ça parce que le progrès économique de l'Inde dépend des décisions d'ouverture économique qui sont faites par le gouvernement et par le Parlement. Et les deux, ils sont dans les mains des politiciens indiens avec leurs divisions politiques, avec leurs problèmes, avec même la corruption. Et dans les dernières 23 ans de réformes, le changement, il est trop long. Et à cause de tous ces problèmes économiques. C'est structurel, c'est au niveau politique, selon vous, que tout va se jouer? Oui, parce que même demain, même dans 1 an, dans 5 ans, il y aura toujours le problème en Inde entre ceux qui favorisent les réformes dans l'économie de marché et ceux qui rêvent en direction de l'idéologie de Gandhi qui est
tout à l'envers. Alors merci Tal Reshef pour toutes ces explications. On va parler des relations commerciales entre Israël et l'Europe avec un reportage dans quelques instants. Tal Reshef, vous pensez que l'Asie peut devenir à terme le premier partenaire commercial d'Israël ? Et l'Asie est déjà sur le pas à devenir ça, et c'est ça. Et nous pouvons voir que dans les dernières années, le volume de notre commerce avec l'Europe diminue. Avec les États-Unis, ça reste comme il était. Et avec l'Asie, ça change, ça court, ça progresse très rapidement. C'est une question de quelques années que ça deviendra le centre de l'activité commerciale d'Israël. Donc c'est une question de temps, une question de compte à rebours. Oui, quelques années, pas plus que ça. Merci beaucoup Tal Reshef pour toutes ces explications. Allez, retour donc sur un temps fort de la semaine économique en Israël, la 11e conférence Go for Europe à Tel Aviv, avec en vedette notamment cette année Maurice Lévy, le PDG de Publicis. Alors l'objectif de l'événement, c'est de faciliter les rapprochements entre décideurs européens et sociétés israéliennes. 1 millier de participants ont répondu à l'appel. Alors quels sont les atouts sur lesquels compte Israël pour s'ouvrir de nouveaux marchés demain ? Maxime Pérez était sur place, voici son reportage. Des rencontres, des panels, des personnalités du monde des affaires. Pour sa 11e édition à Tel Aviv, Go for Europe a rassemblé près d'1 millier de participants, dont 300 arrivés spécialement du vieux continent, pour tenter de renforcer les liens commerciaux avec Israël. Un bon signal malgré la crise financière et l'émergence de nouveaux marchés en Russie ou en Chine. Je pense que l'Europe commence à comprendre que l'innovation est très importante pour le développement économique de l'Europe et qu'il y a beaucoup d'innovation en Israël. Israël est un pays où les investissements en venture capital, par exemple, sont les plus élevés au monde per capita. Une tendance que confirme Maurice Lévy, l'une des têtes d'affiche de cette conférence économique. Le patron de Publicis, dont le groupe est implanté en Israël, considère néanmoins que l'Europe perd de son influence. Israël est un pays qui est très en avance sur beaucoup de domaines et à ce titre attire l'attention des Chinois, des Indiens, et malheureusement les Européens n'ont pas la même niaque et le même courage d'investissement, encore que nous sommes avec les Américains les premiers investisseurs en Israël. Mais côté israélien, la nouvelle donne, c'est aussi le gaz. Les gigantesques gisements découverts en Méditerranée ouvrent de nouvelles perspectives économiques et stratégiques dans la région. Pour l'ancien ministre de l'énergie Uzi Lando, Israël doit impérativement saisir cette opportunité. Il ne s'agit pas simplement d'importer du gaz depuis les fonds marins, mais d'exploiter son potentiel. Si nous le désirons, nous pouvons fournir du gaz à nos voisins, à la Jordanie, aux Palestiniens. Et pas seulement du gaz, des dérivés du gaz, comme l'électricité. Au dire des intervenants de cette conférence, Israël a l'embarras du choix pour rayonner sur le plan économique. À croire qu'au Proche-Orient, post-révolution arabe, les antagonismes politiques seraient subitement passés au second plan. C'est l'heure du Media Watch et aujourd'hui la presse économique parle beaucoup d'une marque, la marque la plus valorisée au monde, la marque à la pomme Apple qui accuse un sérieux coup de mou. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour. Alors aujourd'hui Johanna, premier recul du bénéfice annuel pour Apple depuis 11 ans. Oui, le bénéfice net d'Apple a reculé pour l'exercice 2012-2013 et c'est la première fois que ça arrive, comme vous l'avez dit, depuis 11 ans. Il a baissé donc de 11% pour s'établir à 37 milliards de dollars, c'est-à-dire un peu moins de 27 milliards d'euros. Et est-ce qu'on sait pourquoi ? Alors en tout cas, c'est pas à cause des iPhones, car les ventes ont progressé de 26%, presque 7 millions de smartphones supplémentaires ont été vendus par rapport à l'année précédente. Le problème se situe plutôt au niveau des iPads et des ordinateurs au 4e trimestre. Un peu plus de 14 millions de tablettes se sont écoulées, alors que les analystes misaient sur 15 millions. Pour les ordinateurs, idem, les ventes ont été moins bonnes que prévu. Alors Johanna, il y a une autre mauvaise nouvelle pour Apple aujourd'hui, c'est son ennemi juré Samsung qui reste le numéro 1 mondial en termes de vente de smartphones. Oui, selon le Nouvel Observateur, même si les performances d'Apple sont plutôt bonnes dans ce domaine, le marché des smartphones a grossi, le gâteau a grossi et c'est Samsung qui a réussi à capter la plus grosse part. Au 3e trimestre, Apple détenait seulement 13,4% de part de marché alors que c'était 35% pour Samsung. Plus concrètement, un smartphone sur 3 vendu dans le monde est estampillé Samsung et entre juillet et septembre, le Sud-Coréen a écoulé 88,4 millions de smartphones, c'est 55% de plus que l'année dernière, c'est un record. Et d'ailleurs, Samsung fait partie des 3 entreprises qui portent, on peut dire, à elles seules, les profits en Corée du Sud. Oui, c'est un article des Échos qui raconte ça. En Corée du Sud, l'économie fonctionne seulement grâce à une petite poignée d'entreprises et notamment
3 grosses compagnies qui sont très profitables, Samsung, mais aussi 2 constructeurs automobiles, Hyundai et Kia. En 2012, ces 3 entreprises ont généré plus de 24 000 milliards de won, c'est près de 17 milliards d'euros de profit net. C'est presque 30% de l'ensemble des bénéfices recensés dans le pays. Et en fait, ce phénomène n'est pas vraiment nouveau, il existe depuis quelques années, puisque en 2009, Samsung, Hyundai et Kia généraient déjà 14% des bénéfices du pays, en 2010, 16,2% et en 2011, 18,9%. Et a priori, ce n'est pas prêt de s'arrêter, puisque Samsung vient de signer tout juste un partenariat de 100 millions de dollars avec la NBA. L'objectif est de mettre en avant les produits Samsung pendant les matchs de basket américains. Et bien voilà la Corée du Sud qui s'invite aux États-Unis. Merci Johanna pour cette revue de presse très complète, une fois de plus. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition d'Économie le Mag sur i24 News. Et retrouvez-nous aussi sur www.i24news.tv. L'info continue. Restez avec nous.